tu prends là. Hein. Oui, oui. Bon, alors c'est très très important. Le monstre arithmétique qui a été découvert dans les années 70-80, après des centaines de calculs, dans la théorie des groupes, il y a un monstre, écoutez bien, il y a un monstre dont le nombre d'éléments est supérieur à 1000 fois les atomes dans 1000 planètes de dimension de la Terre. 10 puissance 53. 8,08 10 puissance 53, c'est le nombre le plus symétrique de l'univers, et les physiciens, donc les théoriciens, ils se sont dit, sûrement ça doit apparaître en physique, mais alors ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils sont noyés. Bon, on ne peut pas voir, tu es devant. Oui, mais on quoi, peut se mettre un petit peu à gauche, ça sera bien. Bouger la table, et puis bon, donc j'annonce l'arrivée du monstre. Donc le monstre est apparu en physique. Et dans quelle physique? Ben, évidemment dans la physique. Pas dans la physique officielle. J'avance. Alors, est-ce que j'ai fait ça tout seul? Non. Je me suis adjoint avec un grand physicien qui a été directeur de 3 labos, qui s'appelle Dominique Weigel. Il n'a pas pu venir là parce qu'il pleut trop, mais il vient d'habitude. Tiens, mets-toi là. Alors, donc, il y a Bisoir qui travaille à l'Institut d'astrophysique, qui vient de temps en temps, il s'appelle Christian. Et René Verser, c'est une matheuse qui est spécialiste dans les groupes. Voilà. Dans les groupes. Donc, on théorise ensemble. Donc, voilà. Théorie des groupes, c'est spécial encore. Oui, je veux dire, c'est discret, c'est pas les... Voilà, voilà. Alors, on a un nombre bien précis. Notez-le si vous voulez tout noter, hein, madame. 8,08 10 puissance 53. Je rigole pas, hein. C'est vérifiable sur Internet. Voilà, donc je continue. Alors, attention. Alors, la conclusion de cet exposé, ça veut dire, tout le monde disait tout est écrit dans les anciennes civilisations, on disait tout est écrit, en fait, ça veut dire tout est calcul. C'est plus précis. Oui. Et un calcul, c'est, à l'origine, bon, le mot calcul, ça veut dire un calcul, un petit caillou. Voilà, Hein, oui, c'est un peu vrai. Le calcul vient comme les calculs. Alors justement, pour revenir à ça, on va arriver à la définition de la masse. Attention, ça va loin. C'est des éléments. Bon, alors comment tout ça a commencé? Alors tout ça a commencé en Égypte, pas en Grèce. Parce qu'on vous a menti. Quand on vous a dit que les origines de la civilisation c'était la Grèce, je suis désolé, mais en fait c'est l'Égypte. Et les Grecs ont tout copié. Et alors, qu'est-ce qu'avait dit Pythagore, qui a passé 23 ans en Égypte? Il a dit, tout est nombre. Mais, il faut préciser, dans sa tête, c'était entier. Tout est nombre entier. Non pas les nombres réels. Voilà, justement, je vais les faire sauter. Justement, voilà. Alors, justement, on va insister là-dessus. Alors, attention, le monde, donc, maintenant, on a la preuve que le monde est arithmétique, donc il n'y a pas de continu, il n'y a pas d'infini. C'est pour ça, Bernard, je tenais à ce que tu il n'y a viennes. pas d'infini. C'est fini, les infinis, c'est fini. Bon, bref. Alors, je continue. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les nombres entiers, ils sont d'abord apparus dans les réactions chimiques. Quand ils ont fait les mélanges, ils ont mis 2 volumes d'hydrogène et un volume d'oxygène pour faire de l'eau. Donc ça, c'est John Dalton, un Anglais. Hein, c'est pour ça qu'on n'en parle pas en France, parce qu'il est anglais. Hein. C'est lui qui est le premier qui a vu qu'il y avait des nombres entiers dans la chimie. Et Mendeleïev, lui, il a classé les atomes par ordre de poids. Tout le monde a rigolé parce que ça tombait pas juste, il y avait des virgules. Mais quand même, il y avait les cases manquantes, et après, ils vont trouver les éléments. Donc, ça s'alignait, pardon, mais ça correspondait au nombre de protons dans l'atome. Dans le noyau de l'atome, vous voyez? Autrement dit, c'est l'observation qui démarre la science. Et ça, ils n'ont pas compris après. Vous, Luminet et compagnie, là. Il faut rire. Balmer, alors Balmer, qui c'était? Un instituteur d'une école de filles en Suisse. Vous vous rendez compte? C'est la honte. Ben oui. Parce que les spectres atomiques, je ne sais pas si vous avez vu des spectres de raies, c'est trop magnifique. Hein. Oui, vous l'avez vu? Ah, mais c'est magnifique. Alors, du coup, il n'était pas bête. Il a dit, tiens, j'ai un peu de temps, je vais voir s'il y a des relations avec des nombres entiers, il les a trouvés. Mendel. Alors, Mendel, c'était un moine. Alors, lui, comme moine, lui, il cultivait des petits pois, il n'avait rien à foutre, les moines. Mais alors, donc, il a étudié les générations de petits pois, il a vu qu'il y avait des proportions avec des nombres entiers dans les espèces de pois. 3 quarts. Voilà, exactement. Donc, il y avait des nombres entiers. Ensuite, l'électron, c'est Stoner, encore en anglais, c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans les... C'est lui qui a démontré qu'il était quantifié sous forme d'électrons, vous savez, une charge bien définie. Alors, Max Planck, un théoricien, alors lui était noyé dans le continu, tout ça, il a travaillé sur le rayonnement thermique,
Hein, quand on chauffe un corps, il émet un rayonnement bien précis avec une distribution spectrale bien précise. Oui. Mais pour expliquer ça, il a été obligé d'introduire des transferts discontinus entre la matière et le rayonnement. Mais il n'y a pas de cru. Parce que comme c'était discontinu, il n'y a pas de cru. Alors pendant 10 ans, ils ont merdé. Et c'est Poincaré qui a montré qu'il n'y avait pas d'autre solution. De dire, c'est quantifié. Parce qu'il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas à cause de quoi? À cause du fait qu'entre Pythagore et nous, il y a tout un tas de gens qui sont venus. Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Et ils ont traité de Pythagore de sectaire. Hein, je ne peux pas citer de nom et tout ça. Hein. Mais les gens maintenant, en particulier les soi-disant cadors, là, ils sont tous anti-pythagoriciens. Ils n'aiment pas ça. Dès que vous parlez de nombre, voilà, alors la charge électrique, hein, oui, alors quand vous prenez une décharge électrique, je vous signale, vous attrapez un nombre entier. Hein. La charge électrique, c'est toujours un multiple entier. Ce qui fait que dans la force s'écrit en fonction de deux constantes universelles, la force entre deux charges, n et n' en nombre de charges, c'est h bar c sur le carré de la distance. Mais il y a un coefficient entre les deux. Un nombre pur, 137,036 et des poussières, que personne n'arrive à expliquer. Un nombre inconnu. Ça veut dire que tous les nombres, peut-être, ne sont pas pareils. Ah. Est-ce que tous les nombres sont équivalents? Il y a des nombres qui... Regarde si ça marche, c'est bien là. On me voit un peu? Moi je trouve que c'est bien dommage, tu sais Jacques, parce que la dernière vidéo, je trouve qu'elle était très sombre. Et là je pense qu'on va avoir une vidéo très sombre. Mais oui, mais elle a mis sa caméra. Mais parce que t'es mal installé en réalité. Je ne pas faire du blanc. Mais oui, mais il n'y arrive pas, tout va bien l'autre. Bon, il n'est pas grave. Il est super, non, il est bien. Oui. Alors voilà, alors les officiels sont tous des anti-pythagoriciens. Le roi, c'est votre qui travaille, c'est Klein, il a dit à un moment donné, oui, il faut supprimer les pythagoriciens, il en reste encore quelques-uns. Il a dit ça une fois. Klein, Étienne Klein, tout le monde prend pour un petit génie, il est nul comme un balai. Hein, bon, je continue. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est là, Bernard, c'est là que tu as raison. Voilà ce qu'on apprend à l'école, à tous les écoliers. Ils disent, le continu est décrit par des nombres réels. Réels. Pourquoi? Parce qu'ils disent, un segment de droite, c'est simple, c'est un nombre infini, pas infiniment petit. On vous a fait le coup à l'école. Hein? Oui, c'est une succession de... Comment tu as réagi, Bernard, quand on t'a dit ça? Tu n'étais pas content. Un double infini, mais c'est idiot, parce que quand vous prenez une table, vous coupez en deux bouts, vous tombez sur, vous continuez à couper, vous tombez sur une molécule de table. Oui, oui. D'ailleurs, je vais juste introduire une petite anecdote. Là, c'est mon frère qui est, enfin, bon, c'est quand même un polytechnicien, enfin, qui. Et alors, il me racontait une blague comme ça. Il dit voilà, puisque si vous avez un nombre réel, donc un nombre, voilà, c'est par exemple 7,03 machin, donc il y a plein de décimales. Donc il y a une information contenue dans ce nombre. Alors, il disait voilà, je vais dans une bibliothèque et je demande, vous pouvez me donner l'encyclopédie de, voilà. Et donc il lui donne un petit bâton comme ça, d'une distance très précise, il dit voilà. Et dans la longueur de ce bâton, c'est par exemple 7 cm, virgule, machin, machin, avec une très grande quantité de chiffres, et tous ces chiffres-là donnent justement l'information de l'encyclopédie. Alors ça montre que finalement, c'est pas un nombre réel, c'est un nombre entier, même s'il y a beaucoup de chiffres après le virgule, il y a une information dedans. C'est quand même un nombre entier. Alors il y a même un mathématicien, un célèbre, Kronecker, il avait dit Dieu a inventé tous les nombres entiers, et les autres, les nombres réels, sont les inventions des humains. Un grand mathématicien l'a dit. Hein. C'est une supercherie terrible, ça, les nombres. Ils appellent ça réel. Vous voyez la double supercherie. Oui, on l'appelle réel alors qu'ils sont plus ou moins irréels. Donc, non, mais franchement, c'est une catastrophe. Les matheux, c'est une catastrophe. Hein. Bon, je continue. Vous voulez dire qu'il faut se rebeller contre le fait qu'on puisse concevoir cette chose? Il faut comment c'est votre prénom, vous? Il faut Moi, c'est Francis, hein, je me présente. Oui, et vous, quel est votre prénom? Jean-Yves. Bon, Jean-Yves, je viens de vous... Ah non, je vous explique, c'est clair. On vous a menti depuis le début. Déjà, pas les Grecs, ensuite, pas les nombres réels. On vous a menti. Et que vous lisez ça, Jean-Yves.
Il faut le foutre à la poubelle directe. Hein. Non, sérieux. On a la discussion. De l'infini. On va parler. Je vous pose une question. Vous voulez dire que vous-même, vous n'arrivez pas à concevoir que c'est cette notion-là de nombre. Vous la refusez simplement. Complètement. Depuis tout petit. En mathématiques, on peut rêver des tas de choses. Depuis tout petit. Mais en physique, ça colle pas. Ça colle pas. Voilà. Non, il demande intellectuellement, ça colle pas non plus. L'infini, pour moi, c'est pas mesurable. Donc, ce qui est valable en physique, c'est tout ce qui est mesurable. Hein. Tout est basé sur les mesures. On ne peut pas mesurer l'infini, point final. Hein. Mais Oya est mathématicienne, est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Ah, pour ça, je crois qu'elle est d'accord. Elle est d'accord? Il y a des points qu'elle n'est pas d'accord. Il y a des points que je ne suis pas d'accord. Il y a un point important, justement, on va venir tout à l'heure, c'est de passer par le cosmique, et ça, elle n'arrive pas à saisir. Et ça, on va y venir. Bon, parce que là, il y a d'autres erreurs qui se sont accumulées. Donc, c'est une folie du continu, Jean-Yves, et du double infini. C'est une folie, carrément. Qu'est-ce que c'est le double infini? Ben, l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est dans la bouche de tout le monde. Quand vous regardez, quand vous les voyez à la télé, tous les guignols, là, sans arrêt, ils n'arrêtent pas l'infiniment grand et l'infiniment petit. Même toi, autrefois, Jacques, j'ai pas osé te reprendre parce que bon, t'es sympa. Mais autrefois, tu as parlé d'infiniment petit, tout ça. Bon, tu arrêtes avec ça. Ce n'est pas mesurable. Point final. Hein. Je continue. Alors, on a actuellement, donc on a un système dogmatique qui n'a même pas d'éthique. Donc, vous pouvez noter, vous pouvez regarder, j'ai mis ça en ligne, hein, dans les archives livres. Pas les archives de Cornell, parce que les archives de Cornell, ils censurent tout ça. Hein. Donc, il y a des archives libres qui s'appellent vixra.org. Notez le numéro 1611.0017, et j'ai expliqué, en 2 pages, hein, l'état de la science actuelle, c'est catastrophique. Alors, sans éthique, qu'est-ce que tu Ben, sans éthique, c'est-à-dire que quand vous présentez un papier, alors on vous dit, ah oui, il faut être jugé par les pairs, qu'est-ce que vous recevez un rapport anonyme, non signé, non daté, et qui dit que votre travail est nul, sans argument. Il fonctionne comme ça. Donc, si on fonctionne par expertise anonyme, je l'ai vu dès que j'étais étudiant, dès que je suis rentré dans l'enseignement, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce travail? Ça ne peut pas marcher. Et j'ai publié, si vous faites mon nom complet, Francis Michel Sanchez, hein, dans l'Internet, j'explique tous les... Dès le début, j'ai dit ça ne peut pas marcher. C'est tellement vrai que maintenant le système s'effondre. La cosmologie actuelle est en train de s'effondrer, parce que leurs hypothèses d'inflation, je vous expliquerai, si on discute là-dessus, ils sont aperçus que l'inflation c'était idiot, donc il fallait passer par le principe holographique que j'ai introduit. Voilà. Bon, il n'y a pas d'éthique, alors donc c'est complètement nul. Il y a une censure sur toute observation discordante. Attention. Même les observations sont censurées. Et je donne un exemple dans mon site, Francis Michel Sanchez, si vous le tapez, je parle il y en a un qui s'appelle Alton Hart, un astronome américain. Il s'est amusé à observer, il a vu qu'il y avait des galaxies qui n'étaient pas normales, et moi j'ai interprété comme des bébés galaxies qui naissent en permanence. Et ça, il a été remercié par les Américains, et il se retrouve en Allemagne actuellement. Tu aurais dû lui écrire un courrier à ce monsieur. Non, mais... Alors oui, Wikipédia. Alors Wikipédia aussi, il censure. Il dit, ah, vous pouvez, on a dit vous pouvez, mais non. Même si vous êtes docteur et sciences comme moi, si vous mettez quelque chose qui n'est pas dans la ligne, ils virent, les gens ils virent. C'est des normaliens qui surveillent. C'est le même genre d'imbéciles qui fait ce genre de bouquin, là. Hein. C'est eux. Hein. Alors, bon, Wikipédia, c'est pour ça que je dis toujours, Wikipédia, méfiez-vous, ça censure et donc ça ment. Très important. Alors, si vous voulez vérifier, vous envoyez un truc. Hein, toi, je ne sais pas si tu as des diplômes. C'est quoi ton diplôme? Moi? Tu n'as aucun diplôme. Moi, si, c'est un diplôme. Bon, bah, tu dis, j'ai un diplôme, j'envoie ça, tu vas voir qu'ils vont te censurer direct, si ça ne rentre pas dans le... Alors, voilà ce qu'on vous enseigne, que vous avez tous gobé depuis que vous étiez tout petit. On vous dit tout est relatif, infini, hasardeux, et basé sur la microphysique. Qu'est-ce que ça veut dire, microphysique? Ben, c'est réductionnisme. Ils essayent d'expliquer tout par le petit. Alors, quand ils voient des phénomènes émergents qui apparaissent, comme la vie, c'est émergent, c'est pas encore... Voilà. Ça cafouille. Alors on dit, ah ben c'est émergent, c'est circulé, il n'y a rien à voir. C'est une renonciation générale pour comprendre, en particulier la biologie. On va y arriver, parce que moi j'arrive à la biologie, hein, attention. Hein. D'ailleurs, Pasteur, quand il a découvert ces microbes, qui sont justement des unités, des microbes, un microbe, ben on lui a barré le chemin. Ah voilà, déjà, vous ne savez pas. Non, on a reconnu. Hein.
Je savais disait, pas. non, il y a des petits animaux, tout ça, et on lui a rionné. Moi, j'ai vu un film sur Pasteur. C'était intéressant, ça. Hein. On l'a exclu. Il était à l'Académie des sciences, en fait, on lui reprochait de ne pas être un médecin et d'être simplement un chimiste. Quoi. Oui, voilà, et pourtant, maintenant, il est reconnu mondialement, hein, donc c'est lui qui avait raison. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a des unités, donc des microbes, et on ne croyait pas aux microbes, mais parce pas, qu'on était voilà, dans le continu. Il a triché, en fait, il a pris quand même un gros risque hein, à l'époque. Hein, il n'était pas tout à fait sûr, mais quand même, finalement. Il a pris un gros risque quand même, et bon, bah, ça a marché. C'est comme le truc de la vache folle. C'était une protéine qui est devenue létale. Or, d'après le dogme, une protéine ne pouvait pas être létale. Alors ils ont dit c'est pas possible, ils ont barré les publications du gars qui s'appelait Prusiner en anglais. Et du coup la vache folle s'est développée, il y a eu des millions de vaches de mortes. Hein. Et après, ah bah zut, tiens, on lui a donné le prix Nobel. Non mais c'est là. Vous êtes dans une société qui est lamentable, bon ça vous le savez déjà. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que le système des scientifiques qui dirigent tout, parce que c'est eux qui dirigent tout, parce que les politiques se basent sur eux pour faire passer des messages. C'est ces gens-là, là, Luminet et compagnie. Là. Ce que vous ne saviez pas, et c'est ça que je vais vous démontrer, ce sont des bandes de nullards. Complets, nuls complets. Alors comment que ça se fait, je vous expliquerai pourquoi, mais la pyramide est inversée. Ceux qui voient clair, bon, moi j'ai toujours été en bas de la hiérarchie. Hein. La pyramide est inversée. Bon, quand des experts, quand vous avez des comités d'experts, comme le réchauffement climatique, là, ce sont des faux experts. Ils se sont balancés experts, et ils ont dit attention, ça chauffe. Non, ça chauffe pas du tout, ça refroidit plutôt en ce moment. C'est le soleil qui a des variations, parce que je travaille avec des astrophysiciens sérieux, qui eux, ils savent qu'il y a des fluctuations du soleil. Pour l'instant, ça baisse, et puis ça va remonter. On vous a menti tout le long, alors on vous ment, là, on vous réclame des sous. Vous avez vu la dernière conférence? On vous réclame des sous. C'est un truc pour ramasser de l'argent. Ça, c'est pas faux. Hein. Ben non, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a encore plus grave. Ouais, plus grave, c'est les OGM. De toute façon, il y a déjà l'écotaxe sur tous les produits que nous achetons. Hein. Voilà. C'est une histoire de gros sous. L'écotaxe, c'est pas pour qu'on pollue moins, c'est pour s'en plein les voilà. poches. Alors, le pire, c'est les OGM. Attention, les grosses sociétés et les experts, entre guillemets, ont mis la main sur l'Académie des sciences. Donc l'Académie des sciences s'est réunie pour souligner les OGM, pour dire que ça peut être intéressant. Et moi j'ai vu une conférence de Serralini. Bravo. Bah alors, je vous présente Dominique, il a l'air de rien, mais il a dirigé 3 grands labos. Donc lui, c'est pas mets-toi là, Dominique. T'as été gêné par la bon, alors j'ai vu une conférence de Serralini, un gars qui a fait des expériences, il a prouvé que les OGM étaient dangereux, et il nous a signalé que les OGM, au lieu de combattre les pesticides, ça absorbe les pesticides, on en a encore plus. Donc moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, dirigez-vous vers le bio. Tu peux débarrasser. Ramassez vos feuilles mortes, faites un compost. Tu peux débarrasser notre ami. Vous allez voir, je l'ai fait. Bonsoir, tu vas bien? Oui. Bon, alors, je vous présente donc Dominique, il n'a rien raté, puisque on a déjà, avec Dominique, on a déjà élaboré cette... Alors Dominique, il défend le système, il n'a pas compris, le système est pourri. C'est ça, on va discuter après. C'est quand même un vétéran, c'est le plus vieux. Il a dirigé 3 labos. On doit respecter quand même. Oui, non. Ça, c'est très important. Alors, bon, à la place des bêtises que je viens de vous dire, il faut dire que tout est absolu, fini, calculé et cosmique. Donc il faut ça veut dire quoi, c'est cosmique? Ça veut dire qu'il faut commencer par le cosmique. Non, je vois la signification. C'est clair. Je t'ai dit tout à l'heure, il fallait lutter contre le réductionnisme. Le réductionnisme, ça consiste à partir des petits éléments et après déduire le gros. C'est pas comme ça qu'il faut que ça marche. Si tu as 2 sauvages qui trouvent une voiture abandonnée, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui est idiot, il dit on va la démonter, il regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis après, il casse tout, il ne comprend rien, il arrive dans les pistons. Mais l'autre, il y en a un autre qui n'est pas bête, il dit mais à quoi ça peut servir? Il y a des roues, si ça se trouve, ça tourne. Ah, c'est pour bouger. Il faut commencer par le grand. Et ça, l'erreur, alors là, c'est l'erreur générale de tout le siècle. Ils ont voulu expliquer par le petit, expliquer le grand. C'était stupide. Mais vous allez voir, attention, ça marche. Hein. Si vous faites ça, ça marche. Alors Einstein, il y a eu un faux débat entre Einstein et Bohr. Qu'est-ce qu'il y a de Dominique là? Ouais, Dominique aide-le. Hein. Il y a eu un faux débat entre Einstein, toute la presse a fait une publicité là-dessus,
il y a eu une bagarre entre Einstein et Bohr, tous les deux avaient tort complètement, c'était un faux débat. Alors Einstein défendait une vitesse limite c, la vitesse lumière. La vitesse lumière, c, ne peut pas être fondamentale. Pourquoi? Bernard, on va voir si tu as de l'intuition. Pourquoi elle ne peut pas être fondamentale? Ben oui. Elle est trop loin. Oui, bien sûr. Mais explique-lui. Je n'ai pas entendu la question, excuse-moi. Pourquoi la vitesse de la lumière, c'est pas une vitesse limite, il y a des vitesses supérieures. Pourquoi? C'est évident. Les relations entre les corps célestes, c'est quasi instantané. Non, sois pas trop précis, sois plus général. L'univers est trop grand pour la vitesse lumière. Elle met 100 000 ans pour traverser une galaxie. Et des galaxies, il y en a combien de galaxies? Alors quel est le problème? Ben, le problème, il est grave. On peut pas imaginer un cosmos. Je vous ai dit pensée cosmique. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer un cosmos avec des interactions aussi lentes. Pourquoi? Ben parce que ça ne peut pas marcher. Ah, Bernard explique, il ne comprend pas. Bah, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris, quoi, mais... Enfin, c'est clair. Oui. C'est trop lent. Donc ça peut pas, vous ne pouvez pas avoir une cohérence cosmique. Si vous voulez une cohérence cosmique, il faut des vitesses. Alors moi j'introduis une vitesse 10 puissance 60 fois 100. Je vais vous le montrer. Là ça gicle. Bon. Alors, Bohr, l'autre Bohr, alors encore un âne. Alors lui, il a introduit le hasard, parce qu'il ne comprenait pas la mécanique quantique, il a introduit le hasard, et il a dit, ah c'est complet. Ah, ça faut le faire. Notre théorie est complète. Et le théorème d'incomplétude. Non, ça c'est autre chose. Tu Rien n'est complet. Hein. Non, oui, c'est vrai qu'il y avait un bateau qui s'appelait Van Neumann, qui avait démontré qu'il ne pouvait pas y avoir des barrières cachées. Ce théorème était complètement faux. Hein. Mais tout le monde a gobé ça, c'est surtout les normaliens. Hein. C'est bête que Christine n'ait pas vu, elle était normalienne. Quand je l'avais vue à Orsay, là, elle m'a dit « Ah oui, le théorème de Van Neumann ». Et elle a gobé ça. Alors, tout le monde a gobé ça, la fameuse complétude. Bon, je continue. Alors, les relativités, c'est quand même important. La relativité restreinte, et j'admets que c'est important. Hein, la relativité générale, très important. Mais il n'y a pas eu de prix Nobel pour ça. Aucun prix Nobel. Comment ça se fait, Jacques? Ouais, c'est curieux ça. Et tu sais pas pourquoi? Il me semble qu'Einstein, il n'a pas eu un prix Nobel. Si, mais pas pour ça. Oui. Alors peut-être qu'ils ont trouvé que ça serait trop de lui donner... Ah oui, tu crois ça? Oh, t'es naïf. Oh, il l'adore, mignon. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est parce que Einstein, c'était un copieur fini. Il a tout copié. D'abord sur Poincaré, et ensuite sur Hilbert. Alors, le système scientifique s'est ridiculisé dans cette affaire. C'est bien. Hein. C'est grave, hein, parce qu'ils mettent tout un grand génie. Tu parles d'un génie. Alors, il a fait des erreurs après. Hein. Alors, le prix Nobel d'Einstein, voilà. Le prix Nobel d'Einstein, du coup, comme il ne pouvait pas lui donner, parce il y avait Lorentz qui disait, attention, c'est pas lui qui a inventé la relativité. Hein. Donc, Lorentz était encore vivant en 1920. Il a dit, non, vous pouvez... Donc, on va quand même lui donner un prix, ils lui ont donné un prix Nobel pour l'histoire du photon baladeur. C'est idiot. Le photon ne se balade pas. Il est partout. C'est pas ça, je vais vous expliquer. Voilà la phrase, voilà ce qu'il faut savoir. Tout se propage par onde et se reçoit par quantum. Paf. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais je le dis, je vais arriver à la même conclusion. C'est une phrase de Feynman. Feynman, c'était quand même un bon prof. Donc il a dit ça, mais moi je suis d'accord avec lui. Alors donc, attention, ça va loin, parce que j'ai dit tout, même la matière. Alors la matière se propage par onde. Donc ça doit vous épater. Parce que quand vous voyez une matière, où est l'onde? Ben, évidemment, l'onde, elle revient sur elle-même. Donc une matière, ça palpite. Ça vibre en permanence. C'est désintégré, c'est réintégré en permanence, une matière. C'est pour ça que quand ils ont découvert les ondes de matière de De Broglie, parce que De Broglie, il avait fait un double faux raisonnement, il était tombé sur une vérité. De Broglie, c'était un abatteur. Il avait admiré Einstein, il a copié l'erreur d'Einstein, mais quand on fait 2 fois une erreur, des fois on retombe sur ses pattes. Moins par moins donne plus. C'est un ridicule à tomber raide par terre. En bref. Alors, donc ça va très loin. Vous allez voir qu'on va arriver, on va terminer là-dessus. Alors, il y a aussi l'inventeur de la relativité, il s'appelait Poincaré, donc c'était Henri Poincaré. Il a dit, attention, c'est une théorie locale, il ne faut pas l'appliquer au cosmos. Il ne
faut pas extrapoler au cosmos. Il avait annoncé ça. Hein. Il avait, dans ses dernières pensées, il a écrit qu'est-ce que tout le monde a fait, Einstein le premier, hop, ils ont appliqué la relativité générale au cosmos, alors c'est la panique complète, la générale, alors là c'est l'effondrement complet. Alors bon, je continue dans le ridicule. L'arministe est complètement ridicule. Là c'est vraiment ridicule. Trop de chaînons manquants, n'importe quoi. Alors là, ça apparaît par hasard. Ouais, ça. Alors, avec des raisonnements complètement... mais il est plus apte, celui-là va survivre. C'est pas avec des raisonnements comme ça qu'on fait des théories scientifiques. Mais ils enseignent ça comme une théorie scientifique. Hein. Ah oui, le fait qu'ils enseignent ça comme ça c'est grave. Hein. C'est très très grave. Hein. Il faut vous rebeller contre ça. Il ne faut pas rester inactif, là, comme ça, tout mou. Hein. Vous devriez vous rebeller contre ça. Oui, le fait, en fait, peut-être pour rappeler, c'est-à-dire c'est la théorie suivant laquelle il y a des mutations qui arrivent par hasard, voilà. Et alors les meilleurs vont survivre, les plus aptes vont survivre, voilà. Mais bon, si on voulait vraiment utiliser ce processus-là, ça prendrait trop de temps par rapport à l'origine de l'humanité. Oui. On peut améliorer, non, mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on peut améliorer une espèce à l'intérieur, on peut améliorer les chevaux de course. On peut les améliorer en sélectionnant. Voilà. Ça, c'est possible. Mais changer d'une espèce à l'autre, ça ne marche pas. Ça marche pas. Hein. Parce qu'il y a des chaînons manquants. D'un seul coup, vous avez par exemple un serpent, d'un seul coup, c'est un oiseau. Ou alors vous avez un chien, ça ne fait pas des chats. Ben si, des fois, ça fait des petits chats. Désolé. Mais ça vient d'où c'est donc un calcul. Donc l'univers calcule, s'arrange pour produire des petits chats. Ouais, je suis désolé pour ceux qui croyaient au darwinisme. Hein. Désolé, là. Alors, bon, on va revenir donc à la vraie méthode scientifique, celle qu'il fallait utiliser dès le début, celle que les personnes n'ont fait, finalement. Bon, d'abord, il faut faire des mesures pour obtenir des nombres. Il faut passer des mesures aux nombres. Donc, il faut faire des mesures. Une fois qu'on a fait les mesures, il faut corréler les résultats. Ces nombres, il faut les corréler entre eux. Et ensuite, il faut en déduire des constantes universelles valables partout. Partout et toujours. Sinon, la physique, on ne peut pas faire de physique. Quand on fait de la physique, c'est pour toujours et partout. Et ensuite, alors ça, ils ne l'ont pas fait, c'est pour ça que j'ai mis en rouge, interpréter par immergence cosmique. Ça veut dire quoi ? Interpréter directement, considérer l'univers comme le premier sujet de la physique. C'est logique. Puisqu'on a des constantes universelles, il faut les appliquer à l'univers, Bernard. Il n'a pas l'air de comprendre ça. Enfin, bon, je donne un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une grandeur physique ? On mélange des longueurs, des masses et des temps. Et on a une formule, par exemple, une énergie, c'est N. N au carré divisé par T au carré. L sur T au carré, c'est une vitesse. Hein. Donc c'est MC2. Vous avez tout de suite la formule MC2. E égale MC2. D'ailleurs, ça a été démontré par Poincaré. La démonstration d'Einstein revenant à 0 égale 0. Ça a été, tu étais au courant. Ça a été publié en 1953 par un scientifique américain. Il a démontré, mais ça était complètement planté. Hein. Alors Einstein l'a réalisé. L'année d'après, il a refait un autre papier. Il a cité Poincaré à ce moment-là. C'est un vrai copieur. C'est un mauvais copieur en plus. C'est même pas copié. Bon, bref. Alors maintenant, alors il y a des philosophes parmi nous. Et les philosophes, normalement, vous auriez dû vous demander... Hein, quelles sont les vérités absolues ? Est-ce que vous connaissez des vérités absolues ? Eh bien moi je vais vous en dire. 3 plus 7 c'est 2 fois 5. Ouais. Mais non, c'est important. C'est sur les 4 nombres premiers les plus petits. La somme des deux extrêmes est égale au produit des mi-temps. Non mais attends, mais ça c'était connu par les Égyptiens, c'est la fameuse tétractys, le 10. Mais tétra, ça veut dire 4. Oui, on va voir après. On va voir après. Ça s'appelle, pourquoi ça s'appelle 4 ? Mais attention, ce que vous n'avez pas vu, mais que les Égyptiens ont vu, c'est que 3, c'est un nombre de Mersenne de puissance 2 moins 1, et 7, c'est de puissance 3 moins 1. C'est-à-dire, c'est le terme suivant. Et le terme suivant, c'est 127, c'est de puissance 7 moins 1. La somme faisant 137. Tiens, c'est bizarre, on trouve le nombre qu'on avait vu pour l'électricité, le nombre mystérieux. En plus, racine de 137 est comprise entre 1, 11 et 12. Bon, ça c'est un détail. Mais vous allez voir le détail important. Alors, donc, attends.
Oui, alors, d'autres vérités absolues. 6 moins 1, c'est 2 plus 3. Vous voyez le manque de formation que vous avez. 6 est un nombre parfait. Il y a des nombres parfaits. Quand vous enlevez l'unité, eh bien, vous obtenez la somme, c'est la somme des diviseurs. Parce que 6 c'est 2 fois 3, je signale. Et alors 28, le terme suivant c'est 28, le nombre parfait suivant c'est 28. 28 moins 1, ben vous ajoutez les diviseurs de 28. 2 plus 4, 6 et 7, 13 et 14, 27. Ça, on ne vous a pas appris ça. Hein. Voilà, ben ça, alors ça, les Égyptiens savaient tout ça. Oui, les Égyptiens, ils connaissaient voilà. beaucoup de choses. Hein. Alors, oui, mais, alors, l'unité, comment ça se fait qu'on sépare l'unité? L'unité n'est pas un nombre. On vous a tous appris, le 1 c'est un nombre, non, c'est pas un nombre. C'est le contraire du nombre. Quand vous êtes tout seul, vous n'allez pas dire je suis au nombre de 1. Franchement. Non, donc, ils savaient que j'ai bien discuté avec Renée, tu sais, la batteuse. Elle a dit 1 pose beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, alors, je vous signale le terme suivant. Alors, il y a 6, très célèbre. Le 28, célèbre aussi, parce que ça, c'est les jours de la semaine, hein, le 6. Le 7e jour, vous vous reposez. 28, c'est le nombre de la lune. Oui, des menstruations des femmes. Hein. Bizarre, ça. Hein. Mais 496, ben, je vous signale qu'ils le trouvent dans la théorie des cordes. Ils l'ont. La théorie Des cordes. Dans les théoriciens, quand ils font des grosses théories, à un moment donné, ils tombent sur 96, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que c'est extrêmement important. C'est pas ce qu'on appelle la numérologie. Voilà, et les gens, ben, voilà. Alors ces gens-là que tu lis là, ils disent c'est de la numérologie avec mépris. Non, mais pas forcément avec mépris. Non, c'est du mépris. Mais moi j'ai encore plus de mépris pour eux, moi. Hein. Non, mais ça c'est sûr. Hein. Alors voilà, la tétractiste, pourquoi? Parce que le 10, c'est aussi la somme des 4 soi-disant premiers nombres, mais c'est idiot parce que le 1 n'est pas un nombre. Donc autrement dit, les francs-maçons ont adopté ça comme symbole, mais c'était idiot. Les francs-maçons. Ouais, parce qu'ils ont le triangle, 2 plus 3 plus 4. Non, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire 3 plus 7 égale 2 fois 5. Là c'est bon. Hein. Bon, ça veut dire... Alors, donc, je vais vous présenter la preuve de ce que je viens de dire. Il y a une grande salle hypostyle à Karnak, c'est dans le sud de l'Égypte. Il y a 2 fois... C'est les menhirs, là? Non, mais tu confonds avec la Bretagne. Oui, je confonds. Il faut que tu sortes de ton bled. Hein. Non, mais non, mais je connais pas trop. T'as pas été en Égypte? Il faut que tu y retournes. Hein. Parce que c'est génial. C'est génial. T'arrives, tu as des grandes colonnes énormes. Il y a 10 énormes colonnes et autour une forêt de colonnes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Ben évidemment. Il faut compter les colonnes, c'est un signe, c'est un message. Alors qu'est-ce que font les touristes? On les a vus, on y a été avec Oya. Les touristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent comme ça, ils comptent rien. D'ailleurs, les pyramides, juste au passage, pour montrer que vraiment, il y a beaucoup de signes là-bas. Et bien, dans les pyramides, là, à l'entrée, il y a les chevrons de Citroën, là. Ah bon? Hein, regardez, il y a 2 pierres comme ça, vous connaissez le signe Citroën, bah oui. Là, vous le voyez dans les pyramides. Oui, bon, c'est un détail. Bon, ça. C'est une parenthèse. Hein, bon, est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Ah ben oui, c'est vrai. Bon, voilà le plan de la salle. Vous avez qu'il y a 5 grandes colonnes au centre, de chaque côté. 5 et 5, 10. 2 fois 5, 10. Et là, il y a un rectangle. Combien il y en a là? 4 fois 7, 28. Comme par hasard. 28, ouais. Et là, combien il y en a? 33. Pourquoi il y en a 33 là? Ben, 33, c'est le numéro d'ordre de 137 dans les nombres premiers, évidemment. Et le 33e nombre premier? Ben, bien sûr, c'est ça. Ben, évidemment. Alors, est-ce que c'est du hasard? Non, parce que si vous avez 28 d'un côté et 5 ici, 28 plus 5, 33. Mais les gens ne voient pas ça. Alors, il y a 2 colonnes qui sont immergées dans le mur. Comment ça se fait qu'ils ont immergé les colonnes dans le mur? Mais c'est pour illustrer le fait que 5, c'est 6 moins 1. Donc 6 est un nombre parfait. C'est là. Il n'y a qu'à regarder le plan. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de nombre imparfait. Tout ce qui existe dans l'univers est parfait dans un sens. Non, les nombres ne sont pas tous pareils. Là, d'ailleurs, tu as la preuve. Oui, d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas des choses qui sont imparfaites comme quelque chose qui est un peu abîmé, tout ça. Dans toutes les choses. Non, mais il y a des nombres qui sont mieux que des autres. Non, c'est là, ça, c'est une partie de mon message. Il y a des nombres qui sont mieux que les autres. Et les Égyptiens le savaient. Oui. Donc,
qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter? C'est clair, vous avez quelques nombres entiers petits, des nombres intermédiaires, et ça illustre le fait qu'il y a un nombre. Ça, il y a une série. Quand on continue la série, je vous ai dit 3, 7, 127, et vous arrivez, donc le terme suivant, c'est 2 puissance 127. 2 puissance 127 donne le rayon de l'univers. Ils avaient raison. En prenant la longueur d'onde de l'électron comme unité. Et ça, c'est mieux que le pourcent. Donc, ils avaient intuité ça. Le pharaon se mettait là, il y avait que lui qui avait le droit de gagner. Il se mettait au milieu, il priait. C'était clair, ils avaient deviné que cette série-là donnait, le terme suivant donnait l'univers. Donc ils pensaient cosmique aussi, les pharaons. Alors que nous... Mais dans la mystique juive, il y a aussi tout une connaissance des nombres. Oui, mais pas à ce point-là. Le monument, il faut que tu retournes à Karnak. Non, mais il faut que tu retournes. Chaque colonne, tu ne fais pas le tour avec 3 bonhommes. Hein. Mais attends, mais Moïse, il a vécu en Égypte, hein, donc il a appris des choses là aussi. Hein. Ah ben, ils ont tous appris, mais après, ils ont volé. Les gens, ils ont piqué pour eux, comme les Grecs. Parce qu'il y a des gens qui te demandent, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus les Égyptiens? Bah, du coup, c'est les Grecs qui ont tout capturé. Hein. Bon, bref. Alors, je continue là. Alors, voilà, on revient un petit peu à un exemple de ce que vous dites pour la méthode scientifique. C'est les lois de Kepler. C'est-à-dire que pour la gravitation, tout ça, ils ont commencé par observer le mouvement des planètes. Et Kepler, il a observé, donc grâce à Tycho Brahe aussi, elle a vu qu'il y avait des trajectoires elliptiques, la vitesse aréolaire constante, quand vous balayez, la vitesse est constante, et il a vu que la période au carré et le grand axe au cube, bon, le rapport est une constante. Et de ça, on pouvait déduire que la force qui s'exerce sur une pomme ou sur la Lune, la force d'attraction sur une pomme, elle comporte une même constante universelle, G. Constante universelle. J'insiste sur ce mot. Donc si c'est universel, il faut l'appliquer à l'univers. Il ne faut pas se contenter d'appliquer à la pomme ou à la Lune. Il faut aller plus loin. Bon, la troisième loi de Kepler, je passe un détail. Ils n'ont pas vu que ça avait une forme biofortienne. Il a mis 10 ans. Kepler a mis 10 ans pour la trouver. C'était la plus simple. Il fallait dire tout de suite un carré est égal à un cube, donc une puissance 6. Et ça, quand vous faites ça, vous trouvez les lois de l'atome. Bon, ça, c'est des détails. Alors là, c'est un axe topologique, c'est aussi un détail, mais moi, c'est ce que j'ai fait comme Kepler. Moi, je ne m'appelle pas Kepler. Mais j'ai quand même fait comme lui. J'ai consigné sur un graphique, j'ai consigné tous les grands nombres de la physique. Et ça, paf, ça s'est aligné. Et j'ai trouvé en abscisse les nombres caractéristiques de la théorie des cordes. Et dans les théories des cordes, ils n'arrivent pas. Ils disent, on n'arrive pas à faire la liaison avec la physique. C'était tout de suite fait. Mais ils ne m'écoutent pas. Voilà, il fallait m'écouter. Alors, donc, je donne un exemple, justement, de l'application immergente. G. Quelle est la distribution des concepts de G? Ben, vous avez, c'est l'inverse d'une masse, le cube d'une longueur, et le carré divisé par le carré d'un temps. Là, c'est curieux. Qu'est-ce que vous remarquez? Là, vous avez une masse volumique. Un rapport M sur V, qui est directement proportionnel au carré d'un temps. Et alors, donc, je vous signale, c'est la fameuse condition critique que maintenant les gens reconnaissent. Hein. Moi, il y a longtemps que je l'avais signalé, mais même les cosmologues actuels admettent qu'il y a une condition critique. Si vous prenez ici le temps, soi-disant, l'âge, soi-disant, 14 milliards d'années-lumière, vous trouvez la bonne densité, la bonne densité volumique de l'univers. Voilà un exemple. Il faut penser cosmique. Il suffisait de regarder le développement conceptuel de la constante universelle. Direct. Bon, je continue, parce que là, je vois que... Alors, la vraie formule, la formule officielle, il y a un 8 pi sur 3. Bon, mais on constate une chose, ça évidemment personne n'a remarqué, que la vitesse lumière ne figure pas là-dedans. Donc, ça signifie que c'est vraiment cosmique. Ça confirme que C ne s'introduit pas en cosmologie. Et on verra après, puisque ça définit la densité volumique en chaque point de l'espace. Or, il y a beaucoup de vide dans l'espace. Mais malgré tout, dans chaque point, on a une constante universelle qui est ρ. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que la masse? On va y revenir en conclusion. Mais la masse, c'est une potentialité volumique du pseudo-vide. Ça veut dire que le vide n'est pas vide. Déjà. Alors déjà, vous voyez, rien que ça,
j'arrive aux mêmes conclusions que la mécanique quantique. En mécanique quantique, ils arrivent à la conclusion que le vide ne peut pas être vide. Et moi, après, je fais le calcul pour montrer. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps T de 13,8 milliards d'années? C'est le temps de renouvellement des galaxies qui partent et qui sortent de la sphère de l'univers qui est fixe, et non pas variable, comme ils disent dans les bouquins. Question. Quand vous parlez d'énergie, quand vous dites que le vide ne peut pas être vide, vous voulez dire que Ah non, on va y venir. Le vide est bourré de tachyons. Qu'est-ce que c'est que les tachyons? Tachyon, ça veut dire la vitesse, la tachymètre, enfin bon, c'est... J'aime bien taquiner. Mais non, les tachyons, c'est les particules qui vont plus vite que la vitesse lumière. Or, dans la théorie attention, dans la théorie de la relativité, C n'est pas une limite, c'est une frontière. Nuance. Donc la théorie de la relativité admet des vitesses plus grandes que C. Ça, on ne vous l'a pas dit. Ça, même ça, vous pouvez, c'est quand même, vous le vérifier dans Wikipédia. Ça, ils l'ont écrit, mais ils n'ont pas compris que ça s'applique au pseudo-vide. Bon, bref. Alors maintenant, si vous accouplez deux constantes universelles, qu'est-ce que vous allez pouvoir conclure? C, c'est la vitesse. Bon, c'est quand même une constante universelle. Hein. C, c'est quand même important. Donc, si vous faites C2 sur... Bon, déjà, vous avez, dans un trou noir, vous avez une relation entre la masse et l'horizon du trou noir. Il y a C2 sur G qui apparaît. Et c'est valable pour l'univers. La condition critique, elle s'écrit de la même façon qu'un trou noir. Donc, l'univers observable est comme un trou noir. Alors, il y a aussi C2 sur G, c'est une masse sur une longueur. C4 sur G, c'est une énergie sur une longueur. Mais c'est pas ça le plus important. C'est C3 sur G, c'est une masse divisée par un temps. Zut alors. Une masse par un temps. Est-ce que vous avez déjà vu un débit de masse autour de vous? Il y a le débit d'une rivière, mais à part ça... Ouais. Bah oui, mais il faut penser cosmique. Alors, le débat, je vous le dis tout de suite, c'est pas un secret. Vous savez que vous connaissez le principe de Lavoisier. L'arrivée de matière dans l'univers, ouais. Plus de matière qui arrive. Bah évidemment, alors, il y a de la matière qui apparaît en permanence. C'est C3 sur G. Mais attention, il y en a qui va hurler, il va dire oui, mais le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bah évidemment, ça s'applique au niveau cosmique. Puisque vous avez une apparition continue de matière, il faut bien l'évacuer. Donc c'est les galaxies qui fuient, c'est tout. Voilà. Alors, si vous ramenez au volume d'une cathédrale cette histoire d'apparition de matière, vous signale que vous n'avez qu'un seul neutron par siècle. Ah oui, l'univers est tellement grand. Donc quand vous ramenez au volume d'une cathédrale, vous n'avez pas grand-chose. Autrement dit, ça c'est quand même intéressant, hein. Ce n'est pas mesurable. Alors, la quantité de matière qui arrive dans une... Ouais, un neutron par siècle. Dans une cathédrale, disons. Un neutron par siècle, hein. Donc c'est pas mesurable directement. C'est mesurable indirectement. Et je vais vous montrer comment, à question. Juste, dans la mesure où l'arithmétique joue un rôle fondamental dans votre théorie, voilà. Comment faites-vous pour malgré tout tenir compte de notions comme l'espace, puisqu'il y a des distances et tout comme ça? Voilà, justement, je vais introduire le quantum d'espace. Bonne question. Merci, hein, merci pour la question. Très bonne question. Oui, on va arriver au quantum d'espace et au quantum de temps. Alors, donc, comment ma théorie se situe où, point de vue cosmologique? Alors, je ne suis pas le premier à avoir introduit ce concept de rayon de l'univers fixe. C'est pas que moi, c'est la cosmologie stationnaire qui avait été présentée par Bondi, Gold et Hoyle dans les années 50, et ça avait eu beaucoup de succès à l'époque. Mais les gens ont préféré se tourner vers le Big Bang parce que ça plaisait au pape et tout ça, la création. Ben, ça vient de là. Hein. Ah oui. Alors, bon, moi j'ai été plus loin. J'ai confirmé ça, mais j'ai dit attention, vous avez un grand cosmos extérieur qui capte les galaxies et qui renvoie un signal, et ce signal-là, c'est le rayonnement de fond. Donc j'ai introduit le grand cosmos comme thermostat de l'univers. Donc notre univers si grand, ben, figurez-vous qu'il est immergé dans un grand cosmos qui est 10 puissance 60 fois plus grand au cube en volume. 10 puissance 180 fois plus grand. Non, vous avez bien fait de venir. Une espèce de poupée russe, c'est-à-dire que voilà, ce que vous voyez est tellement énorme. Il y en a plusieurs. Là, c'est simplement. C'est énorme. C'est énorme. Il y en a au moins 7 ou 8 là. C'est énorme. Là,
l'univers visible, si je comprends bien, quoi, il est intégré dans Voilà. un univers plus grand Voilà. qui n'est pas visible, Voilà. mais qui n'en existe pas moins. Si, il est visible. Il est visible par le rayonnement de fond. Alors quand ils ont vu le rayonnement de fond, ils ont vu il y a un rayonnement qui vient du fond du ciel de toutes les directions, qui suit exactement la loi, théorique thermique. On ne sait pas faire aussi bien dans les labos. La loi est parfaite, à 10-5 près. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont? C'est typique d'un rayonnement à l'équilibre. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, les Américains et compagnie? Ils ont dit, ah ben c'est ça, c'est la trace du Big Bang. C'est ça que partout, vous avez le même raisonnement idiot. Or, rien n'est plus éloigné d'un équilibre thermique qu'une explosion. Ah bah oui. C'était idiot. Un raisonnement idiot, on vous a dit, ça confirme le Big Bang. Et vous avez gobé tout ça. En particulier les farfelus qui font ce genre de bouquin. Bon, bref. Alors, je continue. Tiens, alors, je vais vous parler un peu de la constante de Planck. Alors là aussi, c'est encore un grand malaise. Donc, Planck, on avait vu, il avait observé des transferts discontinus. Poincaré, il avait dit la seule solution. Il y a une constante qui apparaissait à ce moment, une nouvelle constante universelle, c'est le quantum de moment cinétique. Quand vous avez une danseuse qui tourne, il ne faut pas croire qu'elle tourne de manière continue. Hein. Non, son moment cinétique, c'est toujours un multiple de h bar. Il y a un danseur, c'est la seule. Le danseur aussi, mais bon, c'est moins grave. Alors, le petit danseur, c'est pas... Est-ce que je ne me trompe pas en disant que le plus petit danseur, c'est l'électron qui tourne Ah sur oui, non, c'est moins ça. un demi, Oui, c'est ça, oui, parce que c'est le spin de l'électron, il y a aussi des demi. Ouais. Il y a aussi le spin de l'électron. Oui, parce que alors ce qu'on vous a enseigné, vous avez tous gobé ça, j'adore. Vous êtes d'une naïveté extraordinaire. On vous a dit, le H-bar, ça produit en microscopie, en microphysique, mais pas en macrophysique. Ben, c'est complètement faux, puisque le rayon d'une étoile, dans la formule du rayon d'une étoile, vous avez cette formule-là, H-bar 2 sur G, MPN, voilà. C'est dans tous les bons livres d'astrophysique. Et là, attention, il y a le nombre d'atomes, la puissance 1/3 est dénominateur. Si vous faites tendre le nombre d'atomes d'une étoile vers 1, vous obtenez cette valeur-là, c'est les 13,8 milliards d'années-lumière. Ils n'ont pas vu ça pendant un siècle. Vous vous rendez compte? Dans tous les bouquins d'astrophysique, il y avait la formule du rayon de l'univers. Vous voyez le niveau? Tu vois le niveau de ton... Je te le rachète 5 centimes. Non, oui. Comprenez? Alors, ce fameux rayon... Alors, figurez-vous que ce fameux rayon, je l'ai trouvé en 3 minutes, quand j'ai eu une année sabbatique à Orsay. Je suis arrivé à ma table, en septembre 97. J'ai une témoin numéro 1 qui est là, Oya. Hein? Ça va, t'as assez de piles? Essaye de suivre, toi, parce que là on ne peut pas compter sur elle. Hein. Bon, bref. Alors, en 3 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive à mon bureau. Tiens, j'ai dit, j'ai un peu de temps, je vais reprendre la cosmologie. On va prendre les constantes universelles. Ah, le C était trop lent. Il n'y a pas le C dans la forme. J'ai pris H bar, G, et comme masse, comme troisième, je prends la masse des particules, puisqu'on ne sait pas d'où elle sort. Donc j'ai pris le premier des 3 masses, électron, proton, hydrogène, ou j'ai pris neutron aussi, vous ne savez pas la même chose. Et j'ai prouvé tout de suite la formule, et après, je me suis vite fait, je me suis rendu compte qu'en divisant par la longueur d'onde de l'électron, on avait le 2 puissance 127 qui sortait. C'est-à-dire le terme suivant dans la série qui donne le 137. Bon, donc, 3 minutes, hein. Montre en main. Alors... Tu as été inspiré par le cosmos. Si, oui, ça on peut le dire. Ah oui, Non, mais on peut le dire. Mais non, j'ai eu un professeur de physique qui était extraordinaire. Il a dit qu'il faut toujours tout ramener à l'analyse dimensionnelle. C'était à lycée Saint-Louis. Parce que d'abord, j'avais été sélectionné dans les super maths physiques. Parce que quand j'ai vu qu'ils faisaient que des maths, pas de physique, j'ai dit, je veux faire de la physique. Et il m'a orienté vers un truc de physique. J'étais à Saint-Louis. Et là, j'ai eu un bon prof de physique. Il m'a dit, c'est les constantes universelles. Il faut toujours les appliquer. Donc j'ai appliqué ça, pas bête, moi. Alors, comment que ça se fait? À la question la suivante que vous auriez dû poser tout de suite, comment que ça se fait tous les grands génies, là, hein, Einstein, Bohr et compagnie, là, comment que ça se fait qu'ils n'ont pas fait ce calcul pour voir? Ben parce que pour eux, la vitesse limite, c'était sacré, ça devait toujours être en premier. Mais bon, alors, je bagarre avec Dominique, parce que moi je leur dis, ils sont idiots. Et Dominique dit, non, faut pas dire ça, faut pas en parler, gna 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 gna. Hein. Bon, mais
Quand un enfant que vous dites qu'il ne faut pas faire ça, et qu'il ne se corrige pas, comment vous réagissez? Parce que je leur montre, même quand on leur montre, ils n'admettent pas. Hein, on trouve 13,8 milliards d'années-lumière. Alors, on leur montre, ils n'admettent pas. Donc, autrement dit, c'est la preuve que ce sont des imbéciles finis. C'est tout. Voilà. Non, mais là, Dominique, qu'est-ce que t'en penses? Fini, pas infini. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de le dire là? Mais oui, bien Ah, sûr. bah alors, pourquoi tu me critiques à chaque fois? Il me critique tout le temps, lui. Bon, c'est bon. Bon, ça, ça viendra après. Mais quels sont leurs arguments finalement? Mais ils n'ont pas d'argument. Ils n'en ont pas. Bon. Ces gens-là, ils sont incapables de discuter avec moi parce qu'ils savent qu'ils vont être balayés, balayés sur le champ. Ils sont nuls. Alors, ils présentent bien, hein, ils ont fait des articles à la con. Voilà, oui, ils sont Donc, ils ont fait beaucoup d'articles. Oui, pour monter dans l'hiérarchie, il faut faire beaucoup d'articles qui servent à rien. C'est le nombre d'articles. J'ai un cousin qui est au CNRS aussi, donc il fait plein de publications, tout ça, mais je me demande vraiment si c'est des nouveautés ou bien... Non, il n'y a aucun... Ils n'ont rien découvert, la Chieseret et compagnie. C'est pour la promotion, certainement. C'est comme Voilà. Alors, à partir du moment où on est cette philosophie-là, la promotion, on a déjà quitté le domaine Oui, voilà. vrai scientifique. Et moi, j'ai toujours renoncé à ce système-là. Le vrai scientifique, il Voilà. peut même être rejeté par tout le monde, Oui, bah, critiqué, c'est mon mais cas, ouais. il a une vérité à apporter. Voilà, exactement, Donc, c'est ce que j'ai fait. Dès qu'il se laisse corrompre par l'argent, Ah oui, voilà, c'est tous des corrompus. Il y a beaucoup de gens qui ont... On n'exagérons peut-être pas, disons que c'était... Si, les on dit, gens mais qui c'est- sont dans une quête de reconnaissance. Non, mais l'Académie des sciences, c'est une bande de corrompus. Non, on a les preuves avec les OGM. Tiens, il faudra le dire à... C'est plus ou moins vrai. Il a un copain qui est à l'Académie des sciences, je vais lui dire devant tout le monde, hein, je vous accuse de corruption généralisée. Voilà. Relativité généralisée, corruption. Alors, Conflit d'intérêt maintenant. c'est Alors ça. donc maintenant, grâce à ces petits en 3 minutes, j'ai résolu un mystère qu'avait développé tout le siècle, le mystère des grands nombres. Et donc résolu. C'était quoi le mystère des grands nombres? Il s'était aperçu que le rayon de l'univers divisé par le rayon du noyau, c'est à peu près le rapport de force en électrique dans l'atome. Force électrique et force gravitation. Il y a un rapport énorme qui est de l'ordre de 10 puissance 40. Et il s'est aperçu que c'est à peu près la racine carrée du nombre d'atomes dans l'univers visible. Ça, ils ont vu ça. Donc ils avaient dès le début une indication. Alors, il y a Dirac et Eddington qui s'en sont occupés. Alors Dirac, il a dit, oui, mais attention, là-haut, le rayon de l'univers varie. Il croyait au Big Bang, le pauvre Dirac. Donc, si on va avoir une relation comme ça, il faut qu'une constante, soi-disant, varie. Il a fait varier la constante de gravitation. Ça veut dire qu'il renonçait à toute physique. Donc Dirac n'était pas un vrai physicien. Ça, pour moi, c'est un amateur. Alors Eddington, chapeau bas. Alors là, plus que chapeau. Lui, il a dit R est fixe. Il a déduit à peu près les bonnes formules, les mêmes formules que les miennes, mais bon, Le rayon de l'univers, hein. oui, le rayon de l'univers visible est fixe. C'est fixe, c'est fixe. Et là, alors là, il m'a épaté, l'autre. Il a trouvé la bonne valeur du nombre de neutrons dans l'univers. C'est mieux que pour 1000, hein. C'est extraordinaire. C'est 136 par 2 puissance 256. C'est le rapport de la masse de l'univers sur la masse du neutron. Et il y a un facteur 3 dixièmes. C'est quoi ce facteur 3 dixièmes? Vous avez entendu parler de l'énergie sauvage, là? L'énergie noire. Ouais, vous avez entendu parler de ça, non? On en parle, oui. Bon, ben, je vais vous expliquer les conneries qu'ils m'ont fait, là. Le grand terme, donc, c'est le rayon de l'univers Fixe. visible, donc ça sous-entend Oui. qu'au-delà, il y aurait un univers invisible. Bah oui, le grand cosmos. Ah, d'accord. T'essaies de suivre, Jacques, hein, t'as du mal, toi. Hein. Bon, bref. C'est pas évident hein, de suivre. Si, non, mais c'est d'une luminosité extraordinaire, je peux vous dire. Si, mais de toute façon, on va faire une discussion après. J'avais pris l'image des poupées russes et toi tu m'avais repris en me disant non, dans une poupée russe il y a plusieurs étapes. Mais est-ce qu'on peut pas, alors la question est stupide, hein, est-ce qu'on peut pas imaginer justement quelque chose comme ça de cet ordre-là? Ah non, non, faut s'arrêter. Faut s'arrêter. Ah bah non, t'es après le grand cosmos. Arrête, oh, j'ai multiplié par 10 puissance 180. Enfin. Non, arrête, t'as dit d'où tu vas avec tes poupées. Non, mais il y en a qui renchérissent. Bon, vas-y, j'en vais, vas-y. La Ce pile qu'on appelle le d'assiette, là. décalage vers le rouge, là, c'est... Oui, alors ça c'est les spectres. Quand on regarde les spectres des galaxies, ils sont décalés vers le rouge proportionnellement à la distance, justement. Oui. Et c'est un décalage relatif. C'est le même décalage, par exemple 10% pour le bleu, pour le rouge, hein, ou pour le violet, pour les ultra ou les X. Donc c'est relatif. Donc autrement dit, quand on extrapole à 100%,
ça définit une distance, le rayon de l'univers visible est directement défini par la fuite des galaxies. C'est mesuré directement. Pour ça, je plaisante pas, hein, attention. À ce moment-là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quelle notion d'espace vous utilisez, si c'est... Moi, l'espace absolu, je vais revenir. En termes de, comment dire, qualitatif même. Oui, même quantifié et tout, l'espace, je vais vous démontrer, je vais vous calculer le... Parce que comment se fait-il que le rayon de quelque chose où les choses bougent soit constant si les choses qui le constituent bougent? Mais non, mais c'est bien de dit tout à l'heure, tu as une sphère fixe, tu as les galaxies qui fuient, et il y a une apparition de matière continue. La matière apparaît continuellement. C'est pas comme le Big Bang où tout est créé d'un seul coup, c'est beaucoup mieux. C'est mieux que la matière est apparue en permanence. Et c'est observé par Harp. Il a vu des chaînons de galaxies avec des décalages de Doppler différents. Et visiblement, c'est des bébés galaxies qui naissent. Alors, dans les théories actuelles, ils n'arrivent pas à expliquer les galaxies. Ils essayent d'expliquer la formation des galaxies. Ils ne comprennent rien. Ils sont dans le noir le plus complet. Les pauvres, mettez-vous à leur place. Ah, ça va faire du bruit. Quand tout ça va être admis, ça va faire du bruit. Dans 10 000 ans, on va parler de ça. Hein. Je veux dire que c'est ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, alors. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non. La géométrie, au niveau de l'univers, on sait que la géométrie est euclidienne. C'est au niveau locaux qu'il y a des distorsions, il y a des mirages gravitationnels. Au niveau du cosmos, ils l'ont démontré. L'univers est plat. Ils l'ont démontré. Plat ou plein? Plat. La Terre était plate. Donc autrement dit, ça confirme que la relativité ne s'applique pas au niveau cosmique. La relativité, je vous ai expliqué, c'est une théorie locale, basée sur des équations différentielles. Hein, donc je m'adresse à un matheux, lui il est un peu matheux. Quand il y a des équations différentielles, quand on veut les résoudre, on est obligé d'introduire des constantes arbitraires. Et Poincaré avait dit, on ne peut pas faire ça à l'univers, parce que comme il est unique, on ne pourra pas trouver les constantes arbitraires. Donc il avait dit, pas d'équations différentielles en cosmologie. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait pendant un siècle? Des équations différentielles. Voilà. Tu vois le niveau de la Chiézeret et compagnie, je leur ai parlé, hein, surtout la Chiézeret, mais ils ne m'écoutent pas. Alors voilà, donc ce fameux rayon de l'univers ramené à la longueur d'onde de l'électron, rappelez-vous ce que je vous ai dit, une matière, ça se dépasse par onde, donc toute matière a une longueur d'onde. Quand vous faites le rapport, vous avez 2 puissance 127. Alors 2 puissance 127 moins 1, c'est un nombre très important en mathématiques. Ça a été le plus grand nombre premier connu pendant 14 ans, hein, ou même plus. Il a des propriétés fantastiques. Et pourquoi? Parce que 127, c'est aussi un nombre de Mersenne. C'est 2 puissance 7 moins 1. Et le 7, c'est 2 puissance 3 moins 1. Et le 3, c'est 2 puissance 2 moins 1. Donc un nombre extraordinaire, un peu comme poupée russe. Ça s'imbrique. Alors voilà, c'est d'une beauté absolue. Alors il y a des gens qui se demandent comment ça se fait que... Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La réponse, c'est simple, c'est que c'est tellement beau. C'est ça. Ils n'arrivent pas à répondre à la question. Pourquoi il y a quelque chose... Alors, comme tout est moche, dans leur théorie, tout est moche. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, Bernard? Non, je veux dire, la question, c'est pourquoi c'est beau, c'est ça? Bah, t'es pas beau, ça? Oui, c'est beau. C'est-à-dire un grand nombre énorme se ramène à un nombre tout petit. C'est exactement le message, c'est le message de Karnak. Hein. Mais de toute façon, quand vous créez quelque chose, hein, soit vous êtes un peintre, vous êtes un technicien, vous êtes un artiste, ou alors quand vous créez quelque chose, vous faites nécessairement quelque chose de beau. Personne ne crée quelque chose de moche. Hein. Bon, ça dépend. Non, mais Picasso n'aime pas. Ça, c'est pas une vérité. Picasso, moi je peux le faire, des barbouillages. Hein. Non, ça c'est mieux, regarde le tableau. C'est des gens qui ont dérapé. Non, mais là, tu as un tableau qui est mieux, là. Regarde, ça c'est valable. Ça dépend de la conception du beau qu'on a. Voilà, oui, c'est ça. Alors, on a fait une conférence là-dessus. Dans les tableaux comme ça, il y a des proportions. Il y a le nombre d'or qui apparaît. Hein. La tête de la femme, là. Et situé à peu près au nombre d'or. Hein, C'est Michel qui avait fait ça, notre mathématicien. On est un matheux. Je veux dire, normalement, quand on fait quelque chose, on souhaite faire quelque chose de beau. Hein. Si vous décorez votre cuisine ou si vous faites une grande coupe, je ne sais pas, vous voulez nécessairement faire quelque chose de beau. Par contre, si vous laissez le hasard, hein, vous jetez un tas de briques, ça ne va pas donner quelque chose de beau. Donc le fait que ça soit beau, ça veut dire que ça a été pensé avant. Exactement. Il y a eu
une pensée créative avant. C'est Parce que l'ordinateur. quand vous faites au hasard, ça donne jamais quelque chose de beau. Ah oui, c'est Darwin. Une tube de peinture, vous marchez dessus, vous. Mais oui, mais C'est ça. oui, mais il y en a qui admirent les peintures à la con fait avec des gros pots qu'on lève. Il y en a qui admirent ça. C'est ça le problème, c'est ça le drame. Quelque chose qui Oui, a oui, il y en a. esthétique. C'est pas bon du tout. Avec un pot de peinture, on perce un trou. On l'enduit de peinture, on perce un trou et on l'accroche au plafond et on le laisse se balancer comme un pendule au-dessus du tableau. Le résultat est pas mal. Oui, d'accord, mais il y a quelque chose qui a été créé. Il y a une symétrie. C'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Il y a une symétrie, ouais, d'accord. C'est une créativité de. Ouais. Oui, mais en même temps, peut-être que tu poses le problème à l'envers. On en reviendra dans. Oui, dans la discussion. Ouais, bon, on continue, on termine. Voilà, Alors voilà, regardez-moi que c'est pas beau ça. Vous avez une harmonie univers-atome. Parce que 2 puissance 127, c'est la constante de gravitation, c'est le rayon divisé par la longueur d'onde de l'électron. Il y a un facteur 2 quand même. Mais l'atome, le 137, le A, et c'est le rayon de l'atome aussi sur la longueur d'onde de l'électron. Comme par hasard. Donc vous avez exactement une magnifique symétrie entre l'univers et l'atome. Voilà. Ça, j'ai vu ça en quelques semaines. J'ai vu ça en quelques semaines. Je l'ai mis alors, j'ai voulu le publier, mais l'Académie n'a pas aimé. Alors, j'ai mis dans un pli scellé à l'Académie des sciences. Hein, en mars 98. Ça fait 20 ans. Et j'attends que les choses se dispersent. Puis quand les choses vont un peu s'arranger, je vais convoquer tous les journalistes et on va ouvrir le pli cacheté où vous avez ça. Bon, l'électromagnétisme, donc je passe là-dessus, je reviens sur les détails. Il y a le fameux 137-036 qui apparaît dans les formules. Hein. Et 137, alors oui, il y a un détail que je ne vous ai pas dit, c'est que très rapidement, je me suis aperçu, le 137 était obtenu en additionnant les 5 premiers inverses. Or, les Égyptiens comptaient toujours les fractions en inverse. Donc, c'est là que j'ai dit à l'époque, c'était autour de l'année 2000, j'ai publié partout dans l'Internet, regardez, vous devez trouver le 137 dans les écrits égyptiens. Ils n'ont pas trouvé, mais 20 ans après, j'ai rencontré un certain Marwani, Jean Marwani, lui, il est toujours à la Bible, il a trouvé le 137 dans la Bible, décrit par une servante égyptienne, d'origine égyptienne, et qui décrivait la mort d'un des grands machins de chez eux, là, je joue un nom à la con comme ça, et il est mort à 137 ans. C'est pas du hasard. Alors, il y a autre chose. Il y a une valeur de pi de Ptolémée. Il y a une valeur de pi qui est Ptolémée qui reprend cette fraction-là. C'est 377 sur 120, et elle est très bonne comme approximation. C'est encore une preuve que les Égyptiens connaissaient le 137. Alors maintenant, si vous regardez quels sont les noms, ça j'ai montré à vous avez entendu parler de Villani, là. Maintenant, il est député maintenant. Alors je vais montrer la série 3, 11. Ça c'est les nombres qui sortent quand vous ajoutez. Hein. Les nombres premiers qui sortent dans le numérateur. Alors vous avez 3, 11, 5, 137, 7. Et là j'ai masqué pour Villani. Pour savoir s'il connaissait cette suite, c'est magnifique. Bon, évidemment, il ne connaissait pas. Comment 3,11 pour pi? Non, 3, c'est la série des nombres qui apparaissent ici quand tu ajoutes. Bon, tu as d'abord le 3, le 11, le 5, et après le 137, il t'en tasse le coup. Ensuite, le 7 et le 11. Mais ça, il fallait... Alors, pauvre Villani, évidemment, j'ai vérifié qu'il ne connaissait pas ça. Donc le 137 apparaît comme un monstre arithmétique dans la série la plus simple de la physique. Je vous signale que les séries de Riemann, où là, on a 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc., avec même, ils mettent 2 puissance x, etc., les séries de Riemann sont censées représenter la distribution des nombres premiers. Ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas cherché les nombres premiers qui étaient dans la série harmonique la plus simple des Riemann. C'est une honte. Voilà, et ce Villani en particulier, ils veulent donner à Villani, je vous signale, on veut donner l'agencement, la réforme des mathématiques, un gars comme ça. Désolé. Alors médaille fille, mais ça veut rien dire. Hein. Bon, alors voilà, je redessine encore le plan, hein, bon, ça vous rappelez, hein, c'est pour vous confirmer. Il y a une chose que je veux vous signaler quand même, vous n'avez pas remarqué, c'est qu'on n'a jamais vu des alignements de colonnes par rang impair. Là, vous avez des rangs de 7 colonnes. Qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, mais là, il y a une grosse colonne. Donc vous avez 8 moins 1 égale 7. Ça représente le nombre 7 comme nombre de Mersenne. Voilà. Ça, vous n'avez pas remarqué. Bon, bref. Alors donc, voilà les formules qui donnent le rayon et la masse de l'univers visible. Hein, je les résume.
mais ça s'écrit de manière très simple en introduisant la masse de Planck. La masse de Planck est connue en physique classique. Hein. C'est ton mélange des trois constantes H bar C et G. Vous avez une masse de Planck. Personne, évidemment, dans les milieux autorisés, soi-disant, n'a interprété cette masse parce que c'est 22 nanogrammes. Où est-ce qu'on rencontre 22 nanogrammes dans la physique? On n'en trouve pas. Mais en biologie, oui. C'est l'ovocyte humain. La plus grosse cellule humaine fait 22 nanogrammes de signal. La plus grosse cellule humaine. Ah oui. Est-ce que c'est un hasard? Non, on va voir, c'est pas un hasard. Alors, maintenant, on a parlé beaucoup de la masse de l'univers. Mais quelle est l'énergie? Alors, l'énergie, alors tiens-toi bien, l'énergie d'une boule homogène, on connaît la formule, c'est il y a 3/5 de Gm2 sur R. Et quand on combine ça avec la formule de la condition critique, que j'avais dit, c'est la même formule que le trou noir, on en déduit l'énergie, 3/10 de MC2. Donc il reste 7/10, l'énergie noire est donc un faux problème. Les gens qui ont mal posé le problème. Quand je mélange deux formules très importantes, connues, classiques, j'obtiens 3/10. L'énergie de l'univers, c'est 3/10 de MC2. Oui. Bon, ça, disons, c'est rigoureux. Il reste donc 7/10 par rapport à la formule MC2. Ah oui, d'accord. Et 7/10, c'est l'énergie mesurée, soi-disant, de l'énergie noire. Donc ils se sont complètement mélangés les pédales. Évidemment, ils se sont trompés tout le long. Alors que voilà, j'ai présenté ça à l'Académie, hein, avec Pecker, signé par Pecker, tout ça, mais ils refusent tout de suite. Donc l'Académie, c'est encore ridiculisé une fois de plus. Ça ne change pas. Hein. Alors les unités de Planck, je les rappelle, hein, en mélangeant les trois constantes principales G, C, H bar, vous avez une longueur de Planck qui est 10⁻35 mètres, un temps de Planck 10⁻44 secondes. Il dit c'est tout petit, c'est le Big Bang. Il croit que ce sont les quantas d'espace et de temps. Ça, officiellement, il croit ça. Mais seulement, quand on fait le calcul d'une masse, on obtient les 22 nanogrammes. Donc, ils n'ont pas d'interprétation standard. Je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. Il fallait appliquer le principe holographique, c'est-à-dire remplacer les équations différentielles par des équations globales. C'est-à-dire écrire que l'aire d'un disque, c'est le périmètre d'un cercle. Quand vous faites ça, vous introduisez une distance petit d, et vous introduisez aussi ici un grand nombre. Pour que ça marche, il faut que des grands cercles, en tournant, génèrent une sphère. Il faut que les nombres, la masse d'une particule doit être très petite devant celle de l'univers. Donc l'univers doit être grand pour que ça marche. Donc je donne l'explication pourquoi l'univers est grand. Hein, déjà. Ensuite, je calcule le petit d en question, et je trouve, voilà la réponse à une question de... Le quantum d'espace, c'est 4 10 puissance moins 96 mètres. Une note, hein, parce que ça c'est important. C'est pas 10 puissance moins 35, c'est 10 puissance moins 96. Il y a un rapport 10 puissance 61, le fameux rapport entre la grande vitesse et la vitesse lumière. C'est 10 puissance 61. Et le temps, c'est 10 puissance moins 104 secondes. Donc ça veut dire, comme le temps, c'est le temps de la vibration de toute chose, ça veut dire que vous êtes désintégré 10 puissance 104 fois par seconde et réintégré. Elle note tout. Elle n'arrête pas de mettre. Donc, autrement dit, il n'y a pas de Big Bang unique, mais le Big Bang est en permanent. Big Bang permanent, les enfants. Donc, il y a une partie de vrai. Donc, dans les théories officielles, il y a donc une part de vrai. Il y a une part de vrai dans les équations officielles, quand même. Hein, d'ailleurs, ils vont y arriver. Ils tournent autour, mais ils n'y arrivent pas. Il y en a qui introduisent les rebonds. Avant le Big Bang, il y avait quelque chose, ça fait rebond. Le rebond, il est permanent. Hein, donc, c'est clair. Hein. Ils vont y arriver. Mais bon, là, j'ai reproduit mon axe topologique. J'ai mis 6 mois quand même pour trouver ça. Hein. Et donc, ça confirme ces histoires de topo. Alors, donc, la conclusion, la suivante, on arrive aux conclusions. Donc, l'espace est absolu et euclidien. Alors, comment on peut se convaincre de ça? Vous allez au Conservatoire des Arts et Métiers. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un pendule qui... On dirait que son plan tourne. Non, c'est pas lui qui tourne. Hein. C'est vous qui tournez. Et il s'aligne sur quoi? Alors, dans les bouquins, qu'est-ce qu'ils disent? Il s'aligne sur les étoiles lointaines. Tu parles d'étoiles lointaines, il y a tout bouge. Non, il s'aligne sur le grand cosmos. Et le grand cosmos, c'est le rayonnement de fond.
Alors, est-ce que c'est vrai, ce dernier? Oui, c'est tellement vrai qu'ils ont vu une petite anisotropie Doppler dans le rayonnement de fond. Ils en ont déduit la vitesse du Soleil, 310 km par seconde. Donc vous fermez les yeux une seconde, paf, vous avez fait 370 km. Mais par rapport au rayonnement de fond. Absolu. Ah, il est absolu. Ils ont mesuré leur vitesse. Même le groupe local de galaxies, je vous signale qu'ils ne subissent pas l'expansion, ils sont bourrés. Hein. C'est pour ça que Hubble est compris, les mesures étaient toutes fausses. Hein. Hubble, c'est du traficable qu'ils m'ont fait. Donc ils sont congourés d'un facteur 10 dans la valeur du rayon de l'univers. Enfin bref. Le rayon, l'ensemble global, l'ensemble local des galaxies ne subit pas l'expansion. Et sa vitesse est 630. Vous allez dire, comment ça se fait qu'elle est plus grande? Oui, parce que l'un va dans un sens et le Soleil il va dans l'autre sens. Alors la vitesse résultante, c'est 370 km/h. Alors, même, attention, le temps est absolu aussi, on a la preuve. Par la mesure cosmologique la plus précise qui existe, réalisée par Valéry Kotov et Victor Liuty, mais lui il est décédé. Mais Valéry Kotov, on a été le voir là-bas. Avec Oya, on a été en Crimée, puis avec Christian, on avait été, là. On a vu Kotov, on a vu les appareillages énormes, c'est du sérieux, l'observatoire de Crimée. Et ils ont mesuré une période de vibration de quasars sans effet Doppler. Pourtant, les quasars, on sait qu'ils bougent. Mais non, la période est la même, et c'est la même que celle du Soleil, parce que je vous signale que le Soleil subit aussi cette situation, cette vibration. 9600 secondes. Donc, c'est un temps absolu, puisqu'il n'y a pas d'effet Doppler. Avec confirmation, il y a une constante, je le signale aussi en microphysique, quand même, en microphysique, ils ont fait des progrès. Ils ont introduit une constante de Fermi qui s'exprime en joules mètre cube, une énergie par un volume. Évidemment, ils n'ont pas vu que c'était symétrique de h bar, c'est des joules secondes. L'énergie par volume, ils s'en fichent. Et ils n'ont pas vu non plus la racine carrée de GGF, c'est-à-dire la gravitation et le Fermi, c'est une vitesse aréolaire au carré. C'est-à-dire ils n'ont pas fait l'analyse. Et quand vous faites ça, et vous introduisez une symétrie électron-proton-hydrogène, il y a le temps absolu qui apparaît ici, la longueur de l'électron, et ici les masses proton-hydrogène, et vous en déduisez la valeur de G, parce qu'on connaît beaucoup mieux le GF que le G. Hein. Le G, on connaît mal, il n'y a que 10-4. Donc ce calcul prévoit 2 décimales de plus pour le G. Je signale qu'il y a une mesure qui correspond à ça, mais elle a été contestée par d'autres, c'est-à-dire qu'elle cafouille complètement au niveau des mesures de G. Mais là, la prévision est nette. Alors maintenant, continuons notre analyse dimensionnelle. On a vu que si vous prenez H bar G, vous ne prenez pas le C, hein, et M, en 3 minutes, vous avez le rayon de l'univers, le demi-rayon, et si vous calculez un temps, vous obtenez ce temps-là. Et ce temps-là, devinez qu'est-ce que c'est? C'est le monstre multiplié par le temps de Kotov. Il y a une racine de 2. Donc le monstre est arrivé en physique. C'est pas beau? Alors que, avant tes études, finalement, les mathématiciens n'avaient pas démontré pourquoi le monstre avait aussi bien des bases physiques mais les matheux, ils font que des maths. Ils sont dans les maths, des raisonnements très abstraits, et ils ont réussi à conclure il y a un nombre magique, mystérieux, très grand, hein, et il y a des physiciens qui ont dit ça doit s'appliquer en physique, mais on ne sait pas faire. Moi, je sais le faire. Oui. Moi, je le fais tout de suite, direct, en utilisant les techniques. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si vous prenez ρ, la valeur moyenne volumique de la masse de l'univers, et si vous prenez la constante GF, vous avez le même temps. Vous retrouvez le même temps avec le même rapport. Autrement dit, ce temps-là est un temps universel, ça veut dire c'est la période de l'univers. Ça veut dire que dans 10 puissance 58 secondes, j'arrondis, on va se retrouver au même endroit. Périodicité totale de l'univers. Et en dehors de Kotov. Ça fait combien 10 puissance 51? Ah ben ça fait des milliards d'années. Ah bon? Au même endroit. Et alors vous referez tous les mêmes gestes. Hein. Ça veut dire qu'on est des robots calculés. Non, mais attends, pourquoi tu as dit ça? Alors, justement, j'en reviens au concept de masse. Donc là, puisque ρ est une constante universelle, alors là c'est encore confirmé,
La masse est une potentialité du vide. Donc, chaque point du vide peut admettre une masse, mais il faut que... Mais disons que quand il y a bon, il faut en déduire que le vide est plein, et le mouvement, c'est une reconstruction. Alors ça, les anciens philosophes s'étaient posé la question. Hein. Quand il y a un mouvement, ça vient de où? Quand un mouvement, c'est une reconstruction, et quand il y a un repos, déjà, c'est une oscillation. Non, mais tu vas trop vite, là. Reviens derrière, là. Reconstruction, qu'est-ce que tu entends par reconstruction? Un mouvement, ben ça, quand ça bouge, ça s'est détruit, c'est reconstruit plus loin. C'est clair. D'accord. Et le repos aussi? Ben, le repos, ben, quand tu ne bouges pas, ben, tu vibres. Hein. Oui, c'est ça. Et alors, d'ailleurs, ils ont cherché, encore un autre canular des rigolos, là. Ils ont cherché l'antimatière partout, parce que dans le modèle du Big Bang, il devrait y avoir autant de matière qu'en d'antimatière dans la création. Ils ont cherché partout l'antimatière alors qu'elle était là. La matière vibrant, elle passe par l'état antimatière. Mais comme on passe tous en même temps par l'état antimatière, on ne s'en rend pas compte. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des gens qui en aient conscience? De quoi? Justement, de ce... Mais personne te dit, j'ai un siècle d'avance sur tout le monde. Attends, est-ce que tu as quand même au moins un, c'est Kotov. Mais Kotov, c'est un expérimentateur, c'est un mesureur, il passe son temps à étudier le soleil, mais oui. Il a fait des mesures remarquables. Voilà, donc lui, il croit quand même à ce que tu as fait. Bah, heureusement, manque de chance, c'est le seul, mais c'est le seul. Alors, pourquoi ça serait le seul éternellement? Mais les autres, ils sont nuls, je t'ai dit, je t'ai prouvé, puisqu'ils ne veulent pas admettre leur erreur. Oui. Le milieu, il est pourri. Les experts sont des pourris. L'Académie des sciences, c'est des bandes de pourris. C'est oui, clair. Moi, je le dis devant tout le monde. L'Académie des sciences françaises, l'Académie des sciences françaises. Bah, les autres, ils se suivent. Mais la japonaise. Et les Russes. L'Australienne. Ah, les Russes sont quand même moins idiots. Les Russes, ils sont moins idiots. Mais alors, les rois de tous, c'est les gens de Princeton. C'est les gens de Princeton qui ont dit, ah oui, le rayonnement qui vient de tout, c'est la trace du Big Bang. Alors, dans le New York Tribune, paf, le lendemain, le Big Bang est confirmé. Confirmé. Alors, ils ont osé dire ça. Non, mais c'est sérieux. Et alors, quand on fait des erreurs pareilles, après, on ne peut plus revenir en arrière, hein, sous peine de ridicule. Alors, les carrières se fondent là-dessus, hein, des tas d'articles, bon, voilà. Puis après, si jamais c'est détruit, ta carrière, elle est... Ah oui. Donc les gens qui dirigent, ils ont trop peur, ils ne comprennent pas, lui. Peut-être pas tous. Si, tous, ils ont tous peur. Tous des pourris. Non, tous ceux qui sont dans le système sont des pourris. Qui acceptent de regarder un peu. Non, personne. Personne ne regarde, c'est normal. Non, tiens, je vais manger le morceau. Ceux qui peuvent comprendre que ça, ils ne sont pas dans l'Académie des sciences. Vous l'avez trouvé autre part dans la société, peut-être un endroit inattendu, peut-être que bon, je laisse là. Peut-être un bédouin, ou je ne sais pas, qui va comprendre. Bon, alors donc, on dirait que ça déconne là. Donc, je voulais conclure par la chose suivante. Attends, j'ai pas fini. Je voulais conclure en disant que donc, qu'il faut conclure, c'est que la vie est universelle, puisqu'on a dans les constantes qui apparaissent, il apparaît des constantes, j'ai pas tout dit là, mais il apparaît carrément des constantes biologiques. Je n'ai pas tout dit, hein, on pourra revenir là-dessus. Donc la vie est universelle. Alors, donc, et la vie intelligente aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça définit ce que c'est que l'humain. Alors, il y a eu un principe anthropique. Il y a des gens, pour expliquer que l'âge de l'univers avait telle valeur, ils ont dit il faut que y ait des générations de soleil qui apparaissent 10 milliards d'années. Voilà. Ils ont dit ça. Donc, ils ont dit, alors c'est ça la théorie officielle de ces bandes de farfelus, là. La théorie officielle, c'est que l'humain est le but du cosmos. Ah oui, ça, c'est pas mal. Ah, mais c'est ça tout le monde, les religieux, voilà. Mais moi, je ne dis pas ça. C'est qui officiel? Ben, tous les imbéciles. Ben, regarde Wikipédia. Ben, Wikipédia, tu prends Wikipédia, tu regardes principe anthropique. Wikipédia, ils disent que l'humain est le but. Le but du. Ouais, voilà. Principe anthropique. Tu vas regarder ça. Mais tous les soi-disant philosophes, les Kant et compagnie, là, qui font merder complètement, hein, avec l'infini et tout ça, tous les philosophes, ils sont tous nuls, sauf Pythagore. Voilà. Si vous avez des philosophes que vous admirez qui ne citent pas Pythagore, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une vérité absolue, 2 plus 3 égale 5. Ils ne savent pas. Alors quand je vous ai dit depuis le début... 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Très beau. Ah oui, d'accord, voilà. 3 au cube plus 4 au cube plus 5 au cube fait 6 au cube. Ça, les pythagoriciens le savaient. Ils devraient vérifier ça. Alors, quand je vous ai dit dès le début, ça fait un moment qu'on se croise. Quand je vous ai dit, 3 au cube plus 4 au cube plus 5 au cube,
Ça fait 6 au cube. T'as bien fait de venir. Ah oui, tiens, Bah oui, mais enfin, Bernard, il y a une beauté dans les noms Ah oui, que vous ne soupçonnez pas. Ah si, je la soupçonne. Non, mais quand je vous ai dit dès le début, devant tout le monde, je vous ai dit, faites le calcul du rayon de l'univers, ça m'a pris 3 minutes. Personne ne l'a fait. Pourquoi? Parce que les philosophes normaux ou les batteux un peu trop absolutisme, hein, vous n'admettez pas la beauté des nombres. Vous ne voyez pas que tout est dans les nombres. Vous avez entendu parler du fait que Fermat s'était interrogé sur 26 qui était à un près, en plus ou en moins, un carré ou un cube, c'est-à-dire que 5 au carré égale 25 et 3 au cube égale 27. Et il avait monté tout un truc pour montrer que 26 est donné. Alors 26 est un nombre extraordinaire. Ah bon? Il est entre les deux. 26, non, alors 26, je peux en parler. 26, dans mon axe topologique, mais l'autre il déconne. Je ne sais pas pourquoi il est. Oui, mon axe topologique. Ouais. Figurez-vous que dans l'axe topologique, il est où l'axe? On va y arriver. Ça m'a pris 6 mois pour mettre tous les grands nombres de la physique sur un seul schéma, parce que c'est ce que j'ai enseigné toujours à mes étudiants. Quand vous avez des résultats de mesure, essayez de faire un graphe. Alors, les nombres sont tellement grands que j'ai été obligé de prendre les doubles logarithmes. Log de log. Et ça s'aligne, et attention, le rayon de l'univers correspond à la dimension 26. Et 26, c'est le nombre de dimensions caractéristiques de la théorie des cordes bosoniques qui est tachyonique.